vivez 6 mois par an dans le château familial de Giseux, c'est donc près de Tours. En Touraine. Un château qui appartient donc à votre famille, Géraud, qui dans quelques années vous reviendra. Pourtant, vous n'êtes pas l'aîné, vous non plus. Hein. Non, je suis même le petit dernier, et ma mère, qui est propriétaire actuellement, est la petite dernière. D'accord, donc on verra comment on choisit que ce soit tel ou tel membre de la famille donc, qui reprend un château de famille. Il a quel âge, ce château? Ce château, les premières pierres datent de 1334. Il y a du boulot hein, chez vous aussi. Vous n'y avez jamais complètement vécu dans ce château Géraud, mais partiellement quand même pendant votre enfance. Quand ensuite, pendant vos études, vous êtes trouvé dans une chambre de bonne, vous n'êtes pas un peu cogné la tête contre les murs, non? Si, d'autant plus que la première chambre de bonne que j'avais choisie pour son coût modeste n'avait même pas de fenêtre. Donc effectivement, je ne rentrais pas souvent, mais ça permet d'aller voir à l'extérieur ce qui se passe. Qu'est-ce que vous connaissiez de la vie de château avant de rencontrer Géraud, Stéphanie? J'avais des grands-parents qui avaient aussi un château, donc j'y avais passé des vacances. Je connaissais bien la vie à la campagne et je pense que la vie à la campagne est assez proche de la vie de château, en tout cas un château à la campagne, par le côté un peu rustique que cela comporte. Surtout le nôtre. On va le regarder parce qu'on va commencer cette émission avec ce reportage. C'est un grand château, le château de Giseux. Il y a une centaine de pièces. Je ne dis pas du tout ça pour vous humilier, jeune homme, que ce soit bien clair. 23 000... En fait. Vous, c'est une petite masure, tout à fait. Mais c'est peut-être pas plus mal. Les grands pour le souvenir. Voilà. 100 pièces, 23 000 mètres carrés de toiture, 1000 hectares de terrain, château qui appartient à votre famille depuis 1786. Depuis donc 1786, je dirais qu'il était temps, quoi. Hein. À 3 ans près, vous héritiez d'un HLM. On va commencer par la visite guidée donc, de ce château, comme vous le faites régulièrement, pour une quarantaine de francs, avec Miguel Gonan et Stéphanie Guérin de l'équipe de Ça se discute. C'est le château de famille. Alors on dit jamais c'est son château. Hein. C'est une racine de famille. Il est au service de la famille et puis il est un cadre dans une commune à la disposition des gens qui sont tout autour. Depuis l'hospitalisation de son mari, il y a quelques semaines, Madame de Lafont vit seule dans son château. Son fils Géraud et sa petite famille y vivent l'été et pendant toute la période des beaux jours. L'hiver, elle ne les voit que les week-ends et pendant les vacances scolaires. Là, vous trouvez qu'il va comment? Je trouve un peu mieux. Un peu mieux? Oui, un peu mieux. Et je vous vois mes parents, comme d'ailleurs les enfants nous vous voient. C'est probablement quelque chose qui choque les copains qui n'ont pas l'habitude eux-mêmes de le faire chez eux. Avec la particule, je pense que c'est un élément très marquant hein, de notre éducation. Non, des petits. C'est vrai que la question ne s'est pas posée quand on avait des enfants. Puis ça faisait un peu bizarre de se faire tutoyer par des petits bouts hauts comme 3 pommes. Depuis plusieurs générations, les Lafont habitent le château. C'est en 1786 qu'il a été donné à la famille en cadeau de mariage. J'aime beaucoup toutes les pièces dans lesquelles j'ai vécu quand j'étais petite et tout ça. Et alors, je vais vous montrer justement, il y a une dame là, ici. Et alors, quand j'étais petite et que j'allais au petit coin qui se trouve caché derrière, eh bien, je courais parce que je la trouvais laide et je croyais qu'elle allait descendre de son tableau et me courir après et je lui tirais la langue. Assieds-toi bien. Allez, mon crâne. Est-ce que vous vous sentez aristocrate, madame? Oui, quand même. Oui. Oui, parce que j'ai été élevée comme ça dans ce milieu-là. Mais j'ai quand même été en classe avec des tas de copines qui ne l'étaient pas. Hein. Je trouve que ça ne nous apporte rien, vous voyez. Ça ne fait pas vivre son homme. Pour faire face aux nombreuses dépenses que demandent l'entretien et la restauration du château, depuis 6 ans, Géraud organise des visites guidées payantes. Alors, probablement, la pièce la plus originale de toute la propriété, c'est celle qui est la plus vide, qui est la moins meublée, c'est celle-ci. On l'appelle la galerie des châteaux, et c'est le travail d'une école. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive au-delà des thèmes de ce qui est représenté, à savoir que savaient faire les jeunes élèves, et quelles sont les techniques que, petit à petit, l'école a essayé de leur apprendre. C'est un lieu qui n'a pas d'autre vocation que de recevoir et puis d'être vu. Hein. Mais on va pas salir surtout parce que... Mettez les patins.
Voilà, par contre, je vous demanderai de vous mettre le long du mur et puis de ne pas faire trop de bruit parce que j'ai un petit bébé qui dort dans le lit. C'est une chambre que l'on tient à montrer puisqu'elle est un petit peu le symbole de la fidélité de la famille vis-à-vis du bâtiment. Voilà, alors on va descendre. Pour moi, l'aristocratie, ce n'est pas forcément un titre, c'est une façon d'être. Et c'est une adhésion, je dirais, à un ensemble de savoir-être. Mais, vous savez, la plus belle noblesse, hein, c'est la noblesse du cœur. Hein. Le reste... Hein. Allez, 1, 2, 3. Allez, balance ta jambe. Je crois que le cheval a toujours été étroitement lié à l'aristocratie. Maintenant, ce n'est pas un monopole du tout de l'aristocratie. Bon, j'avais la chance aussi d'avoir un grand-père qui par son exemple, par la façon dont il m'en a parlé, m'a fait aimer ça. C'est le cheval de famille. C'est le seul, d'ailleurs. Elle entre un peu. Alors ça, c'est la corvée qu'il faut aimer. Sinon, je crois qu'on déteste l'hiver et puis on détesterait une grosse partie de la demeure qui, en réalité, se chauffe que comme ça. Bon, bah, tu leur dis que papa est en train de monter pour dire bonsoir et que si vous n'êtes pas couché, ça va chauffer. Chauffer. Donc tu montes en courant. Vite. Et j'aime pas les petits enfants pieds nus. L'avenir de courir. Alors qui est-ce qui dort pas? Ouais, d'accord. Allez, au fond du lit. Non. Si. Non. Au fond du lit, tout le monde. Allez, allez. On imagine que vivre dans un château, c'est absolument extraordinaire. C'est vrai que ça doit être super quand il y a beaucoup de confort, un bon chauffage, beaucoup de gens pour faire le ménage, le jardin, la popote, etc. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas tellement de gens qui ont ce train de vie-là et que la plupart sont comme nous à faire les nouilles le soir. Ce soir, Stéphanie et Géraud organisent une petite bouffe au château avec quelques amis issus eux aussi de la noblesse. Au menu, soupe et spaghettis bolognaise. Tu sais que... Et dans le grand monde, on ne met pas assez pâtes sur la table. C'est caricatural, mais parfois on a des réflexions. Qui ont une image, quoi. Ah mais vous existez encore? On vous a pas tous tués à la Révolution? Ah bon, on aurait dû, ou des trucs comme ça, vraiment lourds et bêtes. Ouais. Oui, ou persuadés qu'on nous appelait à tous les coins de couloir, monsieur le marquis, madame la comtesse, monsieur le duc. Connaître des gens qui ont refusé de venir à la maison, chez les parents, parce qu'ils pensaient qu'on allait faire la courbette. Alors moi, j'ai un père qui m'a dit, tu as l'obligation, et c'est peut-être ça qui est d'ailleurs difficile à vivre par certains, tu as l'obligation d'être à la hauteur de ce qui a été fait. Et de toi, de ton comportement, dépend le comportement de ceux qui vont suivre derrière toi, c'est-à-dire de tes enfants et des autres. Moi, je sais que bon, c'est peut-être un complexe que j'ai, si tu veux, c'est par rapport à mon nom, peut-être, c'est de ne pas avoir fait d'études. De me dire aujourd'hui, ben voilà, je suis mère de 3 enfants, mais au point de vue professionnel, qu'est-ce que je vaux? Rien. Eh bien, ça me complexe un peu, quoi. Ça va, On y va. Ciao. C'est la fin du week-end et donc le départ de la famille pour Tours, à 30 km de la propriété. Allez, à la maison. Hop. Porte. Porte, alors tu mets pas ER. Il ou elle porte, on met E, non. Moi j'aimerais surtout que ce soit la bonne terminaison, tu comprends? Allez, viens chez C'est vrai que Tours est une soupape de liberté par rapport à... Si on était en permanence à Giseux, je trouverais toujours quelque chose à faire pour Giseux. Et quelque part, on ne prend pas de temps pour nous. Ici, on a l'opportunité de dire on est là que pour nous. Et cette maison, elle est là que pour nous et non pas nous pour la maison. Les rapports sont exactement inversés.
Merci pour eux. Alors, vous avez déjà envisagé de vendre ce château? Pour le moment, non. Mais c'est pas une chose que je m'interdirais de faire si l'équilibre de ma vie de famille et si l'équilibre de mes enfants en dépendait. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette propriété? Alors maintenant, pour revenir sur la vente, évident que si je devais vendre... Ce sera un échec? Ça sera un échec et j'en souffrirais énormément. Mais je crois qu'on ne peut pas maintenir une propriété avec une vie de famille qui serait totalement détruite. Ça vaut une fortune, un château comme ça? Parce qu'on en a l'impression quand on le voit, mais en fait, dans les faits... On n'a pas fait de proposition, mais l'importance du bâtiment et les travaux qu'il y aurait à faire est telle qu'effectivement, ça ne vaut pas grand-chose. Ça paye la restauration à peu près, les visites chaque année? C'est dans ce but-là que vous l'avez fait, pas seulement pour faire découvrir. L'enjeu est économique, en partie. Il est aussi, je dirais, une volonté de partager la passion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, je ne pense pas qu'une propriété comme la nôtre, vu son importance et sa mémoire, puisse se contenter de vivre avec une petite vie de famille renfermée sur elle-même. On a la chance d'avoir des très bons contacts avec une commune dans laquelle on est très présent et très bien accueilli. Vous êtes conseiller municipal? Tout à fait. Et je crois que le château, qui a toujours été très ouvert sur l'extérieur avec la vie agricole autrefois, retrouve par l'ouverture au public un moyen effectivement d'exister et de communiquer avec l'extérieur. Vous sentez le seigneur du château? C'est-à-dire que vous sentez, je sais pas, une certaine charge vis-à-vis de tous ceux qui habitent autour, comme l'avaient comment dire, un devoir, oui, un devoir. C'est-à-dire que la propriété a toujours été très accessible pour eux. Et pour moi, ça serait un échec si demain se renfermait sur elle-même et s'il ne pouvait pas y avoir accès. Mais vous sentez le devoir du conseiller aussi, un devoir d'écoute, un devoir de seigneur, comme dans les siècles précédents? Non, ça c'est révolu, ça n'existe pas du tout. Les relations que j'ai avec les copains du village et les amis, c'est vraiment des relations purement humaines et, je dirais, d'amitié. D'accord. Le château est composé donc d'une centaine de pièces. Pourquoi les trois petites filles dorment-elles dans la même chambre? On peut se poser la question quand même, Stéphanie. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de chambres chauffées. En été, elles ont un peu plus d'espace, mais là... là, elles sont dans la même chambre, mais vous avez peut-être remarqué, elles avaient en plus un bon pull. L'escabeau, c'est pour décorer? C'est assez kitsch. Non, l'escabeau, c'est pour les ampoules qui pètent régulièrement. Voilà, ouais. Les spaghettis partis avec vos amis et vos couverts en argent, c'était pour nos caméras? Vous le faites, souvent? Non, non, c'est pas parce qu'on reçoit simplement qu'il faut manger dans des assiettes en carton, quoi. Donc, avoir un beau couvert, ça fait partie du savoir-vivre, mais bon, spaghetti, c'est quand même plus simple, donc... Pourquoi vous avez hérité du château alors que vous étiez le petit dernier de la famille? D'abord, j'en ai pas encore hérité, et ensuite parce que je crois que les critères ne sont pas du tout celui du droit d'aînesse. Je crois que c'est un peu dépassé, en tout cas pour nous. Les critères ont été beaucoup plus... qu'est-ce que je voulais faire de cette propriété demain? Est-ce que je voulais effectivement qu'elle se replie sur elle-même, ou est-ce que je voulais maintenir ce que mes parents aiment, c'est-à-dire un contact avec l'extérieur? Et aussi, est-ce que je suis prêt, je dirais, à me battre pour cette propriété? Vous étiez le seul des 5, vous êtes combien? Nous sommes 6. Vous étiez le seul à vouloir le reprendre? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Vous avez fait une tombola? Comment ça s'est passé? Non, c'est un choix dont les parents sont maîtres. Et puis aussi, je pense que... il y a des relations d'affection probablement qui jouent plus que d'autres. Et puis je vous dis, le projet, de la façon dont on voulait le mettre en valeur, a joué énormément. Vous n'étiez pas le seul à vouloir le reprendre, hein, c'est ce que vous m'avez dit. Donc comment ça s'est passé? Comment vos parents vous ont dit que ce serait pour le petit dernier, pour le petit Géraud? Il y a ceux qui vivent la propriété comme un lieu superbe l'été, dans lequel on peut mettre un transat et venir en profiter. Et ça, moi, je le conçois très bien et je le respecte. Il y a ceux qui viennent m'aider et qui participent quand on a des travaux et mettent la main à la pâte. J'ai un beau-frère qui m'aide beaucoup. Et puis, je dirais, le petit Géraud, c'est vrai qu'il s'est investi un petit peu, ça ne me dérange pas, et il s'est investi assez vite en fait dans la propriété, parce que je trouvais que si je ne m'investissais pas dans ce projet maintenant, ce n'est pas à 50 ans qu'il fallait me le proposer. Est-ce que vous envisagez, vous, un jour, de vous y installer définitivement? Pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il faudrait... aménager ça un petit peu mieux. Puis pour l'instant, c'est pas du tout aussi d'actualité parce qu'on n'a pas envie d'être 3 générations ensemble toute l'année. On s'entend très bien, mais on a besoin chacun d'avoir notre liberté. Mais pourquoi pas, ça ne me dérangerait pas. Il faut que ça soit compatible aussi avec un projet professionnel. Ouais. Ça veut dire aussi qu'on n'avait pas envie d'avoir votre belle-mère tout le temps sur le dos. Et vice-versa. Je pense que ma belle-mère n'a pas du tout envie d'avoir sa belle-fille tout le temps sur le dos. C'est ça, René? Vous entendez très bien, oui, d'accord. Oui, d'accord. Vous êtes donc la maman de Géraud, on a compris, la vie de château n'est plus ce qu'elle était exactement, madame. Vous avez connu la vie fastueuse de château, vous?
Pas tout à fait quand même, parce que je suis d'un peu avant la guerre et déjà, il y avait déjà beaucoup moins de monde dans ce château, mais enfin, il y avait quand même... on ne faisait pas le ménage et on ne faisait pas la cuisine. Combien de personnes y travaillaient à l'époque? Oh, en comptant le jardinier, comptant tout le monde, ouais. La dame qui venait laver le linge, ils étaient 6 ou 7. Ah oui, d'accord. Dans le reportage, on entend votre bru parler d'un confort qui n'existe plus, et qui existait. Donc, est-ce que pour vous, c'est plutôt un musée ou plutôt une demeure aujourd'hui dans laquelle vous vivez? Ah non, c'est ma maison. C'est votre maison? C'est ma maison. Belle maison, madame. Ouais, d'accord. Est-ce que chaque pièce vous rappelle un souvenir? Pas forcément, parce qu'on a vu qu'il y avait des mauvais souvenirs, enfin des souvenirs qui faisaient peur. Oui. Et puis sans doute des bons souvenirs. Il y a des pièces qui me rappellent des souvenirs de mes parents. Le soir, près de la cheminée, en hiver, où il n'y avait pas de chauffage, mais il n'y avait qu'un feu de cheminée, et une lampe à pétrole, parce qu'on a eu l'électricité qu'à la fin de la guerre, en 44-45. Et avant, on avait des bougies et des lampes à pétrole. Quelles sont les limites que vous fixez, merci Madame Giraud, pour ne pas vous laisser dévorer, bon, financièrement, mais aussi humainement, par ce château? Est-ce que, je sais pas, vous prenez des vacances ailleurs que dans le château, par exemple? On essaye, on n'y arrive pas tous les ans, mais on essaie de se conserver une semaine de vacances, au moins en dehors de la propriété, voire même de temps en temps des week-ends en dehors de la propriété et en dehors des enfants. Ce sont ça les vraies vacances? C'est ça les vraies vacances, oui. Ouais. Il se fait bouffer de temps en temps par son château? Oui, ça arrive. Ouais. Comment vous le voyez qu'il peut franchir une limite qui peut être dangereuse pour l'équilibre de la famille, par exemple? C'est surtout quand on se fait bouffer tous les deux ensemble. Là, ça devient très dangereux. De quelle manière ça peut arriver? Quand on passe des week-ends à préparer des animations, des concerts, des choses comme ça, ou bien quand l'été, on fait tous les deux beaucoup de visites et on s'aperçoit le soir que les enfants, ils ne se sont pas ennuyés, ça c'est sûr, ils ont tout l'espace qu'il faut, mais qu'on ne leur a pas consacré assez de temps. Ouais. Vous nous avez dit en préparant l'émission qu'être noble, ça se voyait. Qu'est-ce qui trahit vos origines, à part votre chevalière, à votre avis? Bon, d'abord, il y a peut-être un peu ça. C'est une réflexion que des gens m'ont fait. Je crois que ça a été un petit peu exprimé, que ça sera détaillé. Il y a un certain savoir-être qui est indépendant de notre volonté, mais bon, indéniablement, on a une éducation, et puis cette éducation, je dirais, elle marque. Et quelque part... Mais savoir-être comme savoir-vivre, ou vous dites savoir-être comme façon d'être? Plutôt comme façon d'être. Mais par contre, s'il y a une chose comment vous pouvez la qualifier, cette façon d'être? C'est le culte de la mémoire, probablement. Une certaine fierté, certainement. Mais maintenant, attention, parce que ce que je n'aime pas, c'est quand la fierté devient de l'orgueil, et quand cet orgueil est pris comme un élément qui permet de se mettre en avant et de se croire supérieur. Je crois qu'on a le droit d'être fier de ce qui a été fait, on a l'obligation d'être fier de soi-même, donc ça dépend que de soi, mais par contre, on a l'interdiction de se croire supérieur aux autres, parce que ça, c'est insupportable. C'est une tentation, parfois? Probablement, parce qu'on a une éducation où on nous pousse, je dirais, à ne pas être médiocre. Donc, probablement. Et c'est d'où le regard de l'extérieur. Vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc si les gens ont encore dans l'esprit qu'on est hautain, c'est quelque part, certains, peut-être moi-même, on doit l'être. Ouais.